Oh, quelque chose ne va pas. Coupez l'air. Quelque chose ne va pas. Cette pompe n'a jamais travaillé aussi dur. Tony Beats perd de l'argent plus vite que jamais et sa fortune s'évanouit sous ses yeux. Sun Empire Minier, autrefois invincible, croule aujourd'hui sous des dettes colossales et des réparations sans fin. Avec des équipements cassés, des factures impayées et des investissements risqués qui se retournent contre lui. Tony est à court d'options. Serait-ce la fin de son règne en tant que l'un des mineurs d'or les plus riches de la télévision? Connectez-vous alors que la pression monte et qu'un seul faux pas suffira à faire vivre Tony et toute sa famille dans la rue. La bataille contre l'eau à Paradise Hill. À Paradise Hill. La pompe du tramway de Tony pousse fort. Beaucoup trop fort. Quelque chose bloque le débit d'eau et si le problème n'est pas résolu rapidement, toute l'exploitation minière pourrait être complètement bloquée. La pompe fonctionne contre une restriction cachée. Probablement un clapet anti-retour qui ne s'ouvre pas complètement. Si c'est le cas, c'est une catastrophe en devenir. L'équipe se dirige vers le cimetière, où les pièces détachées sont empilées en hauteur. Il y a un vieux clapet anti-retour qui pourrait faire l'affaire, mais il n'est pas parfaitement adapté. Pourtant, ils n'ont pas le luxe d'attendre un nouveau. Il faut que cela se produise maintenant. Avant d'aborder le sujet, il est clair que le véritable problème est bien pire qu'une valve défectueuse. Et ce qui va se passer ensuite va laisser Tony face à une crise que personne n'a vu venir. Le temps, c'est de l'argent. Et en ce moment même, leur chef est à court d'argent. L'équipe ramène la vanne de remplacement et se met au travail pour la remplacer. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils doivent évacuer plus de 600 mètres d'eau d'un énorme pipeline. C'est une quantité énorme, et chaque goutte signifie une perte de temps, de ressources et de profit. Ce n'est pas le genre de gars qui aime attendre, et ce genre de contretemps est exactement ce dont il n'a pas besoin. Sa saison minière a déjà mal commencé, et ce n'est qu'un autre problème coûteux qui s'ajoute à la pile. L'équipe a du mal à remplacer la vanne défectueuse, et la patience commence à s'épuiser. Ce problème aurait dû être détecté bien avant qu'il ne devienne une crise, mais il n'y a désormais plus d'autre choix que de le régler. L'ancienne vanne est retirée et la nouvelle est en place. Mais le véritable test n'a même pas encore commencé. Pour que le système continue de fonctionner, l'eau doit être poussée sur près d'un demi-mile en amont, à raison de 500 gallons par minute. C'est une demande énorme. Et si cette nouvelle valve tombe en panne sous la pression, tout le plan pourrait s'écrouler. Plus ils attendent pour voir si ça tient, plus la frustration s'accroît. Chaque minute perdue signifie plus d'argent qui lui glisse entre les doigts, et il le sait. Ce n'est pas seulement un désagrément. C'est une menace pour tout ce qu'il a construit. Finalement, la pompe se remet en marche et l'eau recommence à couler. Mais il n'y a pas de temps pour se reposer. Le véritable coût de cette réparation ne réside pas seulement dans l'argent dépensé, mais dans le temps perdu, les contretemps qui s'accumulent et la pression croissante sur ses épaules. Il a déjà investi une fortune dans le fonctionnement de cette mine, et chaque échec inattendu le rapproche du désastre. Les marges sont serrées, et une panne majeure de plus pourrait le pousser au-delà du point de non-retour. Cette mine n'est pas seulement une entreprise, c'est son héritage, sa fierté, son mode de vie. Mais pour l'instant, ni le courage ni la détermination ne peuvent changer la dure réalité. Les choses lui échappent, et vite. S'il ne parvient pas à anticiper ces pannes constantes, que se passera-t-il ensuite? Les pannes d'équipement, l'augmentation des coûts et les retards s'accumulent comme un mur qu'il ne parvient pas à franchir. Il a déjà traversé des saisons difficiles, mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas seulement une période difficile, c'est un avertissement. La pression monte, et même pour quelqu'un d'aussi têtu que Tony Beats, il ne peut pas en supporter plus. S'il ne change pas rapidement les choses, va-t-il perdre tout ce pour quoi il a travaillé? Les machines fonctionnent à nouveau. Mais le plus dur combat de Tony a commencé bien avant son arrivée au Yukon. Le dur chemin vers le succès. Tony Beats n'est pas né dans la richesse, la célébrité ou le succès. Il est né le 15 décembre 1959 dans un petit village hollandais appelé Vie, Dennis. Mais dès le début, sa vie n'a pas été facile. Alors qu'il n'avait que 7 ans, sa famille a fait ses bagages et s'est installée à Burgard, une ville rurale où la vie tournait autour du travail acharné et de la survie. À l'époque où la plupart des enfants jouaient avec des jouets, il avait déjà plus de responsabilités que la plupart des adultes. Lorsque son père est tombé malade, il n'a pas pu rester les bras croisés. Il a repris la ferme familiale, dirigeant les choses comme un chef,
avant même d'avoir atteint l'adolescence. Mais ce n'était pas sa vie à elle toute seule. Il voulait aller plus loin. Alors, à la fin de son adolescence, il a fait un choix audacieux. Il a quitté les Pays-Bas pour le Canada, dans l'espoir de se tailler une vie meilleure. À son arrivée en Alberta, il s'est mis à travailler dans tous les domaines possibles. Construction, agriculture, tout ce qui pouvait payer. Il n'y avait pas de chemin facile pour arriver au sommet, mais il s'en fichait. Il passait ses journées à traire les vaches et à travailler sur des machines, acquérant des compétences qui lui permettraient plus tard de faire fortune. Mais un homme comme lui ne se contenterait jamais d'un petit boulot. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui corresponde à sa motivation. C'est à ce moment-là que l'or entre en scène. En 1984, il fait à nouveau ses bagages. Cette fois en direction du nord, vers le Yukon. C'est ici, à Dawson City, qu'il découvre pour la première fois le monde minier. Il a commencé au bas de l'échelle, en manœuvrant de lourdes machines et en apprenant les ficelles du métier. Mais il n'a jamais été un simple ouvrier. Il avait un esprit vif, un sens de l'opportunité et le courage de prendre des risques. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arrêter de travailler pour les autres et pour construire son propre projet. La mine Tamarack est devenue son royaume et bientôt tout le monde au Klondike connaissait son nom. Il n'était pas un simple chercheur d'or, il était l'homme qui faisait bouger les choses. Bien sûr, sa vie ne se résumait pas à l'exploitation minière, aux Pays-Bas. Il connaissait depuis son enfance une fille prénommée Minnie. Elles ont grandi ensemble. Mais ce qui avait commencé comme une amitié d'enfance s'est transformé en quelque chose de plus profond. À 20 ans, Minnie et son mari ont officialisé leur union et sont devenus ses associés dans tous les sens du terme. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle est devenue l'épine dorsale de leur entreprise. Tenant les comptes en ordre pendant qu'ils s'occupaient de l'exploitation minière, ils ont fondé une famille ensemble et ont élevé 4 enfants. Monica, Mike, Bianca et Kevin. Mais la vie a toujours été faite de coups bas. Leur 5e enfant, Jasmine, leur a été enlevé bien trop tôt. Cette perte a été déchirante, mais la famille Beats a continué à aller de l'avant, portant le poids de cette douleur à sa manière. Il n'était pas du genre à suivre les règles en matière d'exploitation minière. Il ne croyait pas aux raccourcis, mais il croyait fermement qu'il fallait faire les choses à sa façon. L'un de ses plus grands paris était de remettre au goût du jour les anciennes dragues, ces énormes machines d'extraction d'or abandonnées depuis des décennies. La plupart des gens le prenaient pour un fou, mais il avait une vision. Il a retrouvé une drague vieille de 75 ans, a investi son argent et sa sueur pour la restaurer et la fait fonctionner. C'était risqué, coûteux et non sans revers, mais cela a prouvé une chose. Il n'avait pas peur de parier gros. Et dans ce secteur, le seul moyen de gagner est de miser gros. Le reste du monde n'a pas tardé à le voir à l'œuvre. Lorsque l'émission Gold Rush de Discovery Channel a été diffusée, le public a rapidement réalisé qu'il n'était pas comme les autres mineurs. Il a rejoint la série lors de la 2e saison et, dès le premier jour, il a clairement fait savoir qu'il n'était pas là pour faire le malin. Son attitude pragmatique, sa langue acérée et son expérience ont fait de lui une personne hors du commun. Qu'il donne des conseils, qu'il s'en prenne à un travailleur paresseux, ou qu'il conclue des affaires importantes, il est devenu le genre d'homme que les gens aiment ou craignent. Mais une chose était sûre, il savait de quoi il parlait. Au fil des ans, il n'a pas seulement exploité des mines d'or, il a encadré de jeunes mineurs, prouvant que cette industrie n'était pas pour les faibles ou les mal préparés. Bien sûr, vivre une vie à la limite du possible comporte son lot de problèmes. Son approche de l'exploitation minière n'a pas toujours été bien accueillie par les autorités. À un moment donné, il a été sanctionné pour avoir utilisé de l'essence pour mettre le feu à un bassin de dragage. Un incident qui a même été diffusé sur Gold Rush. Est-ce qu'il s'en souciait? Pas vraiment. En réalité, si vous voulez décrocher le jackpot, vous devez repousser vos limites. Et il n'a jamais laissé les règles l'empêcher de poursuivre son succès. Certains ont qualifié cela d'imprudence, d'autres de génie. Quoi qu'il en soit, cela l'a maintenu au sommet de son art. Et n'oublions pas l'argent. Il n'a pas seulement survécu au milieu minier, il l'a conquis, avec une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions. Il est la preuve que le travail acharné porte ses fruits. Chaque centime qu'il a gagné a été réinvesti dans son entreprise, en achetant de nouveaux équipements, en élargissant son champ d'action et en veillant à ce que l'héritage de Beat ne disparaisse pas de sitôt. Lorsque la saison minière se termine,
Lui et sa famille ne disparaissent pas comme ça. Ils partagent leur temps entre leurs opérations au Yukon et leur maison en Arizona. Alors que d'autres se reposent, lui planifie toujours, cherche toujours la prochaine étape. L'exploitation minière n'est pas seulement un travail pour lui, c'est une obsession. Et s'il y a une chose sur laquelle on peut parier, c'est qu'il est toujours à la recherche du prochain gros coup. De nombreux mineurs ont tenté de trouver de l'or, mais tous ne sont pas capables de gérer les risques qui l'accompagnent. Il faut poursuivre l'or, quel que soit le risque. L'exploitation de l'or n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage, de la détermination et beaucoup de chance. Au fil des ans, la série télévisée Gold Rush a suivi certains des mineurs les plus audacieux, creusant dans la terre et le désespoir pour trouver le gros lot ou tomber à plat ventre. La recherche de l'or n'est jamais facile, et même les plus grandes découvertes s'accompagnent de revers, d'erreurs de calcul et de catastrophes inattendues. Mais quand ils trouvent le trésor, c'est le genre de fortune qui change des vies pour toujours. Dans la première saison, l'équipe d'Hoffman n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Armés de grands rêves et de peu d'expérience dans le domaine minier, ils ont tenté leur chance. Ils ont fini avec un peu moins de 15 onces d'or, ce qui est loin d'être suffisant pour qualifier cela de succès. Ce n'était qu'un début, mais ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils avaient les yeux rivés sur quelque chose de plus grand et ils n'étaient pas prêts à abandonner. Lors de la deuxième saison, ils ont déménagé leurs opérations à Quartz Creek, au cœur du légendaire Klondike. Cette fois, les choses étaient différentes. L'équipe a réussi à extraire environ 93 onces, gagnant enfin de l'argent. Pendant ce temps, Parker Schnabel, qui n'était alors qu'un adolescent, prouvait déjà qu'il avait les compétences nécessaires pour reprendre l'entreprise minière de son grand-père, en récoltant lui-même environ 34 onces. Et puis il y avait Dakota Fred Hurt, qui n'était pas là pour s'amuser. Son équipe a récolté un peu plus de 80 onces. La troisième saison a été un tournant. L'équipe de Hoffman, avec l'aide de Dave Turin, a intensifié ses efforts et a réussi un énorme coup. Plus de 800 onces. Cela représentait plus d'1 million de dollars d'or. Un véritable changement de donne. Parker a également intensifié son jeu, en récupérant près de 200 onces, tandis que l'équipe de Dakota Fred en a récolté un peu plus de 160. La compétition s'intensifiait et les enjeux devenaient de plus en plus élevés. La quatrième saison a apporté l'un des plus grands changements de l'histoire de la ruée vers l'or. Parker a pris un risque énorme en louant des terres à Scribner Creek. Cela s'est avéré très rentable. Il a rapporté plus d'1 0 once d'or, soit plus de 15 millions de dollars. Non seulement il a battu la meilleure saison de Todd Hoffman, mais il a également surpassé le total de pièces d'or de Hoffman sur 4 saisons entières. C'est le genre de succès qui fait d'un mineur une légende. La cinquième saison a porté les choses à un tout autre niveau. Parker a continué sa séquence de victoires en extrayant plus de 200 onces, rapportant près de 3 millions de dollars. Les Hoffman ont également connu une bonne saison, en extrayant environ un 300 onces, d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Il était clair que Parker devenait rapidement la force dominante dans le secteur de l'extraction d'or. À la saison 6, Parker n'était pas seulement en compétition. Il écrasait la concurrence. Son équipe a extrait plus de 300 onces, d'une valeur de près de 35 millions de dollars. Les Hoffman ont également fait preuve de courage, en récupérant un peu plus de 3,0 onces. Les chiffres étaient de plus en plus incroyables, et la ruée vers l'or était plus grande que jamais. La septième saison fut la meilleure de Parker jusqu'à présent. Son équipe a extrait un volume stupéfiant de 4,3 onces, d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Tony Beats, le mineur expérimenté, a également connu une saison incroyable, en récupérant un peu plus de 2,0 onces à l'aide d'une drague minière remise à neuf. L'émission prouvait que des découvertes d'or massives n'étaient pas seulement possibles. Elles se produisaient saison après saison. Puis vint la 8e saison, où Parker écrasa tout le monde. Son équipe extraya un incroyable volume de 6,2 onces, rapportant plus de 7 millions de dollars. Tony Beats continua sa domination avec plus de 3,6 onces, valant plus de 4 millions de dollars. Pendant ce temps, les Hoffman ont terminé leur dernière saison de l'émission, terminant avec plus de 1,6 onces avant de mettre un terme à l'émission. La saison 9 a été un autre record. L'équipe de Parker a dépassé les attentes, extrayant plus de 7,4 onces, d'une valeur de près de 9 millions de dollars.
Rick Ness, qui s'est lancé seul pour la première fois, a réussi à extraire un peu plus de 100 onces. Dépassant son objectif de 1-0, Tony Beats et sa famille ont extrait un peu moins de 4,4 onces. Mais cela n'a pas été suffisant pour atteindre leur objectif de 6-0. L'art. Saison a prouvé que même si l'extraction de l'or pouvait être extrêmement gratifiante, elle n'était jamais facile. À la saison 10, Parker était au sommet du monde. Son équipe avait récolté plus de 200 onces, d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Même s'ils n'ont pas réussi à battre leur record précédent, c'était quand même une récolte incroyable. Rick Ness a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement, parvenant à peine à survivre avec environ 500 onces. Pendant ce temps, Tony Beats, contraint de déménager en raison de problèmes de permis, a terminé la saison avec plus de 200 onces. En regardant ces chiffres, il est facile de comprendre pourquoi la recherche d'or ne s'arrête jamais. Les risques sont élevés. La concurrence est rude et un faux pas peut anéantir toute une saison de travail. Mais quand cela s'avère payant, c'est très payant. Qu'il s'agisse de Parker Schnabel, de Tony Beats ou d'un mineur débutant qui espère devenir riche, chaque saison apporte son lot de surprises. La chasse à l'or n'est jamais terminée, car tant qu'il y aura de l'or dans le sol, quelqu'un essaiera de l'extraire. Tony a bâti son entreprise minière à partir de rien. Mais son fils Kevin avait sa propre façon de faire les choses, ce qui a causé de gros problèmes. Le combat d'un fils pour faire ses preuves. Kevin Beats n'a pas seulement grandi dans le milieu minier, il a été plongé dans l'industrie minière. En tant que fils d'un mineur légendaire, les attentes y étaient très élevées avant même qu'il ne sache quelles étaient ses attentes. À l'adolescence, Kevin utilisait déjà des équipements miniers et, avant même d'avoir 20 ans, il dirigeait des équipes entières à Paradise Hill. La plupart des gens trouveraient cela impressionnant. Mais pour son père, c'était juste le strict minimum. Le problème? Kevin n'était pas un simple travailleur, ni un simple Beats. Il avait ses propres idées, et cela n'allait jamais plaire à un homme qui croit que travailler dur signifie faire les choses à l'ancienne. Pas de raccourci, pas de plainte, et certainement pas de technologie sophistiquée pour faire obstacle. Pendant des années, Kevin et son père se sont disputés sur la façon de procéder. Le vieil homme avait passé des décennies à extraire l'or du Klondike avec rien d'autre que la force brute et la volonté pure et dure. Convaincu que le succès vient de la résolution des problèmes, et non de leur remise en question. Kevin, Louis, avait quelque chose que son père n'avait pas, une formation formelle en leadership et en informatique. Il voyait les choses différemment. Il voulait moderniser les opérations, gagner en efficacité et éliminer les déchets. Mais pour l'homme qui a bâti un empire de ses propres mains, tout cela ressemblait à un ensemble de changements inutiles de la part de quelqu'un qui n'avait pas travaillé assez longtemps dans la terre pour comprendre comment les vrais mineurs font les choses. Puis le point de rupture est arrivé. Kevin s'est retiré, comme ça. Il a décidé de prendre congé de l'entreprise familiale, laissant l'entreprise tourner sans lui. Et l'homme aux commandes? Disons qu'il n'a pas pris la chose à la légère. Dans son monde, on ne fait pas que prendre une pause. On s'engage, même si c'est difficile. C'est le prix à payer pour être dans le jeu. L'absence de Kevin n'a pas seulement perturbé l'exploitation minière. Elle a porté un coup dur à tout ce que son père attendait de lui. S'il n'était pas prêt à se sacrifier pour cela, que faisait-il? Mais Kevin n'en avait pas fini avec l'exploitation minière. Il voulait juste faire les choses à sa façon. Avec ses économies, il a lancé sa propre exploitation minière, prêt à prouver qu'il n'avait pas besoin de l'ombre de son père qui plane sur lui. Mais les choses ont vite mal tourné. L'équipement est tombé en panne. Les coûts ont grimpé en flèche et il s'est rapidement retrouvé face à l'une des plus grandes réalités du secteur. L'exploitation minière n'est pas seulement une question de compétences. C'est une question de survie, et sans moyens financiers suffisants. La survie devient vite difficile. Lorsque ces machines ont cessé de fonctionner, Kevin a eu le choix. Il a ravalé sa fierté et demandé de l'aide à son père ou s'en est sorti tout seul. Il a choisi de demander, et la réponse? Un non catégorique, plus de cadeau. Nous devons tous apprendre à être notre propre patron. C'était le message. Il n'y aurait pas de plan de sauvetage si Kevin voulait faire ses preuves. Il a dû le faire à la dure, désespérant de trouver une solution. Kevin s'est tourné vers quelqu'un d'autre, Parker Schnabel. Un autre mineur, un autre concurrent, une autre personne avec laquelle son père n'était pas vraiment le meilleur ami.
Parker a proposé son aide, mais à un prix qui a fait de mal. 5,0 $ pour un camion d'occasion. Le budget de Kevin? 0 $. Il était déjà sur une pente glissante, et cette affaire l'a poussé encore plus loin dans la zone de danger financier. Mais quel choix avait-il? L'exploitation minière ne se soucie pas de votre fierté. Si vous voulez que l'exploitation continue à fonctionner, vous payez. Peu importe à quel point ça fait mal. L'équipe de Kevin a également commencé à s'inquiéter. Son contremaître, Brennan Ruo, n'a pas hésité. Il leur a clairement fait comprendre que leur équipement obsolète allait poser un sérieux problème. Kevin le savait. Toute cette opération était une bombe à retardement. Mais il n'allait pas abandonner. Il avait quelque chose à prouver. À lui-même. À son père. À tous ceux qui pensaient qu'il ne pourrait pas y arriver sans le soutien du Beat. La dispute entre Kevin et son père ne concernait pas seulement l'exploitation minière. Il s'agissait de savoir ce que signifie réussir. D'un côté, il fallait se dépasser, surmonter la douleur et prouver sa valeur à force de sueur et de courage. De l'autre, il fallait anticiper, planifier plus intelligemment et utiliser la technologie pour garder une longueur d'avance. Et aucun des deux n'était prêt à céder. Même si Kevin se battait pour maintenir son entreprise à flot, l'homme qui l'avait autrefois guidé gardait ses distances, observant de loin, refusant d'intervenir à moins que ce ne soit à ses conditions. Au fond, ils étaient toujours une famille. Mais être une famille ne signifie pas être sur la même longueur d'onde. Et cela ne signifie certainement pas choisir la solution de facilité. Le fossé entre père et fils n'était pas près de disparaître. Kevin avait décidé de se faire un nom, et Tony Beats allait le laisser faire, même si cela signifiait le voir lutter. Parce que dans ce monde, Luther fait partie du jeu. Si Kevin voulait faire ses preuves, il devait le faire seul. Et c'est exactement ce qu'il essayait de faire. Avec des dettes qui s'accumulent et des opérations qui s'effondrent. Trouvera-t-il un moyen de rebondir ou est-il sur le point de tout perdre? Certains disent que cela fait partie du métier, mais d'autres pensent qu'il a pris trop de risques. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.